Aujourd'hui, avec un sujet choisi par les formidables gens de Patreon, nous allons examiner quelques-uns des cas les plus remarquables où des navires marchands se sont retrouvés à combattre des navires ennemis et comment cela s'est terminé. Il y a bien sûr quelques incidents assez célèbres, comme les derniers combats du Jervis Bay et du Rawalpindi, mais ils auront droit à leur propre vidéo dédiée à un moment donné. Donc pour l'instant, nous allons commencer par une action qui est en fait tellement obscure qu'aujourd'hui elle n'a même pas de nom officiel. Elle est simplement appelée l'action du 4 août 1800. Et il n'existe aucune peinture de cet événement, donc celles que vous verrez dans cette partie sont représentatives de l'époque et des navires concernés. Désolé, mais oui, je ne peux pas remonter le temps et forcer les gens à faire des peintures de ces événements. À ce stade des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, la flotte française était quelque peu en difficulté. Diverses grandes batailles au cours de la dernière décennie, comme la bataille du Nil, le glorieux 1er juin, Saint-Vincent et Camperdown, avaient toutes sapé la force de la flotte française et de ses alliés. Une grande partie de la Royal Navy stationnait près des ports français, limitant encore plus les mouvements de la flotte française. Mais il y avait un talon d'Achille à tout cela. L'Empire britannique finançait sa campagne militaire grâce à son vaste réseau commercial outre-mer, qui comprenait des convois lucratifs de navires marchands des Indes orientales. Malgré leur nom, ces navires commerçaient aussi avec la Chine et diverses autres régions du monde, au-delà des seules parties de l'Inde contrôlées par les Britanniques. La Royal Navy essayait d'assurer un certain degré de protection à ses flottes marchandes, notamment en organisant des convois escortés. Même avec des centaines de navires, il était impossible de protéger tous les milliers, voire dizaines de milliers de navires marchands en mer. Ainsi, cela laissait le commerce maritime quelque peu vulnérable aux pirates, aux corsaires ou aux navires de guerre ennemis en maraude. En partie pour contrer cela, les navires marchands eux-mêmes étaient souvent armés dans une certaine mesure, et ils peignaient parfois leurs navires pour les faire ressembler davantage à des navires de guerre afin de dissuader toute attaque ennemie dès le départ. Cela leur permettait souvent, ou du moins permettait aux plus grands d'entre eux, de repousser assez facilement les pirates et les corsaires, mais lors d'un véritable combat, les navires de guerre venaient rapidement à bout, même contre les plus grands navires des Indes orientales. Le blocus britannique était en outre quelque peu à la merci de la météo, surtout sur les ports atlantiques français. Il arrivait parfois que de grosses tempêtes soufflent d'est en ouest. Ces tempêtes forcèrent les forces de blocus à se replier en eau profonde, ouvrant une brève fenêtre pour la fuite des navires français. Comme la météo était quelque peu imprévisible et que les vaisseaux de ligne français étaient dispersés entre différents ports, aucune tempête n'était assez importante pour libérer toute la côte. Ainsi, la flotte principale française ne cherchait généralement à profiter de ces occasions que si une opération très spécifique était prévue. Mais bien plus souvent, les frégates françaises profitèrent de ces fenêtres pour se précipiter vers le large. Les tentatives de le faire individuellement échouaient le plus souvent, car les navires britanniques du blocus les repéraient fréquemment et les rattrapaient ensuite. Ainsi, la tactique avait changé, on envoyait désormais de petits escadrons de frégates. Elles étaient en fait plus difficiles à voir, car il n'y avait qu'une formation serrée sur une petite zone de mer, au lieu d'une demi-douzaine dispersée sur un large front. Et si ce dit escadron était repéré par une frégate britannique isolée, ce navire devrait alors partir chercher du renfort au lieu d'engager le combat immédiatement. Et le temps que les renforts arrivent sur une mer agitée par la tempête, l'escadron aurait déjà eu le temps de prendre la fuite. Ce fut le cas au début du mois de mars 1799, lorsque les frégates françaises Concorde, Meade et Francis s'étaient échappées de Rochefort. Elles ont passé une année productive à attaquer le commerce sur la côte ouest africaine avant de rejoindre les possessions espagnoles d'Amérique du Sud pour un radoub. Ce radoub prit presque toute la première moitié de l'année 1800. Remises en état, elles repartirent ensuite en mer pour chercher d'autres navires marchands britanniques à attaquer, cette fois du côté ouest de l'Atlantique Sud. Et bientôt, ils aperçurent de nombreuses voiles à l'horizon et se dirigèrent aussitôt pour voir de quoi il s'agissait. Elles appartenaient finalement à un convoi britannique. Le convoi se composait de 5 East Indiamen, de 2 navires marchands privés dont un ancien East Indiaman et d'un baleinier. Leur seule escorte était le HMS Bellacroix, un vaisseau de 3e rang de 64 canons sous le commandement du capitaine Rowley Bulteel. En voyant la formation française,
Boulteil comprit que même si son navire surpassait chaque frégate française, les Français pouvaient employer un ou deux de leurs navires pour le distraire ou menacer le navire marchand le plus proche, l'obligeant ainsi à intervenir. Tandis que les autres s'emparèrent des navires à l'autre extrémité du convoi, là où ils ne se trouvaient pas. Et de plus, 2 des frégates françaises étaient de grands bâtiments de 40 canons et une troisième était encore une frégate importante de 32 canons. Bien qu'aucune d'elles ne portât des canons aussi lourds que ces pièces de 24 livres sur le pont inférieur, à L3, elle pourrait bien infliger des dégâts importants à son vaisseau de ligne relativement petit, et peut-être même le submerger, s'il venait à toucher ses mâts ou son gréement par chance une ou deux fois. Il décida donc que la seule issue sûre était de bluffer. Il fit immédiatement hisser des drapeaux, ordonnant à ses navires de se mettre en ligne de bataille, ce qui n'était pas le comportement d'un marchand. Le commodore Landolph, à bord du Concorde, observa ces manœuvres et examina de près sa proie potentielle à travers une longue vue. Ce qu'il vit, c'était une formation de grands navires qui semblaient tous, du moins, avoir des doubles rangées de sabords, tous se mettant en ligne et se tournant vers lui. Si, en effet, il s'agissait d'une formation de 9 vaisseaux de troisième rang mélangés, peut-être sur le chemin du retour d'une mission lointaine à l'étranger, il serait tout à fait capable d'écraser sa force composée de 3 frégates. Il ordonna donc à ses navires de faire demi-tour, de se séparer et de fuir. Le capitaine Jurien, à bord de la Française, pensa cependant que la lenteur relative du passage du convoi en formation de ligne indiquait qu'il s'agissait en réalité de navires marchands, et il protesta contre l'ordre, mais Landolph, complètement trompé, passa outre l'avis de son subordonné. Bultel, quant à lui, comprit également qu'il devait désormais vraiment jouer le jeu. Avec les Français qui faisaient demi-tour, s'il faisait de même et rentrait chez lui, cela risquait fort de dévoiler la supercherie, car aucune escadre de vaisseaux de ligne ne se contenterait simplement de faire fuir une escadre de frégates ennemies. Il fit donc rapidement l'inventaire des navires sous son commandement qui étaient les plus grands et, relativement parlant, les mieux armés, ainsi que les plus rapides. Il ordonna aux autres de se désengager et de reprendre leur cap initial. Il mena donc Bellico, son seul véritable navire de guerre, à la poursuite du Concorde. Tandis que les Indiamen, Exeter et Bombay Castle reçurent l'ordre de poursuivre le Meade et que le Quds et le Neptune furent envoyés à la poursuite du Frances. Cela maintiendrait la ruse, car tous les vaisseaux de troisième rang n'étaient pas égaux, et 9 navires face à 3 frégates auraient pu susciter des soupçons. Pourquoi une telle force serait-elle nécessaire? Mais de cette façon, il semblait que les navires à la voile plus lents, qui n'avaient aucune chance réelle de rattraper les frégates, retournaient à leur route initiale, tandis que les navires plus rapides se rapprochèrent de leur cible, profitant de la mer plus agitée. Et évidemment, 2 vaisseaux de ligne contre 1 dans 2 cas représenteraient toujours une force très écrasante. Le fait que l'équipage combiné des paires d'Indiamen ne représentait qu'environ les 3/4 de l'équipage d'une seule frégate française signifiait qu'il fallait vraiment espérer que cela ne se termine pas par un abordage. Et aussi, bien que les paires d'Indiamen transportaient techniquement plus de canons à L2, environ 30 chacune pour un total de 60, ces canons étaient généralement beaucoup plus légers que les canons français. Les Indiamen étaient armés de canons de 9 et 12 livres, alors que les frégates françaises transportaient souvent de nombreux canons de 12 livres ou, dans 2/3 des cas, de puissantes batteries de 18 livres. Les Français ont complètement cru à la ruse à ce moment-là. Voyant ce qu'ils pensaient être de rapides vaisseaux de ligne s'approcher d'eux, Francesca commença à jeter par-dessus bord une grande partie de son armement et de ses provisions. Cela allégea considérablement le navire et lui permit de prendre suffisamment d'avance pour disparaître dans l'obscurité grandissante du soir. Bellicote commença progressivement à rattraper la Concorde et les 2 navires engagèrent un échange de tirs à longue distance. Aucun des 2 camps ne toucha quoi que ce soit, en partie à cause de la distance et en partie à cause du temps. Mais comme le vaisseau de troisième rang se rapprochait de minute en minute, il ne fallut pas longtemps avant que la frégate ne baisse pavillon. Plutôt que de risquer que le navire de guerre britannique vienne à sa hauteur et éventre la frégate avec une bordée à courte portée immanquable. Pendant ce temps, la dernière frégate française, la Meade, avait réussi à distancer le Bombay Castle, mais l'Exeter, bien commandé et étonnamment rapide pour un navire marchand, se rapprochait assez rapidement.
Se rendant compte que la mince chance qu'il aurait pu avoir lors d'un véritable combat s'il avait opéré avec le Bombay Castle était désormais perdue depuis longtemps, le capitaine Henry Meriton de l'Exeter décida de pousser le bluff encore plus loin. Aucun des deux camps n'avait encore ouvert le feu à ce stade, l'Exeter pour éviter de révéler sa véritable puissance de feu, et la Meade pour éviter de provoquer une riposte potentiellement catastrophique de ce qu'elle pensait être un véritable vaisseau de ligne. Ainsi, à la tombée de la nuit, l'Exeter ouvrit chaque sabord et toute autre ouverture sur son flanc, le capitaine ordonnant que des lampes soient placées juste à l'intérieur. Chacune d'elles leur donnait une lueur plutôt féroce. Ce jeu de lumière, en plus de rendre le navire très intimidant, obscurcissait également davantage la véritable nature de l'Exeter, car il ruinait la vision nocturne de quiconque regardait réellement son flanc et, bien sûr, donnait naturellement l'apparence de nombreux sabords allumés, tous prêts à l'action. L'Exeter s'est alors aligné avec Meade et le capitaine Meriton a hélé le navire français, lui ordonnant de se rendre ou d'être détruit. Le capitaine Coudard du Meade en a conclu que le capitaine britannique souhaitait clairement obtenir le maximum de primes de prise pour lui-même, puisqu'une frégate intacte valait bien plus qu'une autre qui ressemblait à un gruyère. Mais il avait aussi clairement fait sa demande après avoir placé son navire dans une position où il pouvait pulvériser la frégate en très peu de temps si nécessaire. Se jugeant ainsi complètement dépassé, le capitaine Coudard a amené les couleurs du Meade, puis a pris une chaloupe pour aller remettre son épée. Bien sûr, une fois arrivé à bord de l'Exeter, il s'est rapidement rendu compte, et on l'en a également informé, qu'il venait en fait de rendre une grande frégate française à un navire marchand. Mais il a tout aussi rapidement été informé de l'ancienne tradition des Nobax et s'est vu refuser la permission de retourner sur son navire pour tenter de se battre réellement. Les capitaines ayant capturé les deux navires français allaient toucher une somme considérable grâce à leur prise. Et le capitaine Meriton de l'Exeter allait en fait combattre des navires de guerre français depuis le pont d'un Indiaman à 2 autres reprises au cours de sa carrière, repoussant une escadre française encore plus grande et plus puissante en 1804 avant de presque perdre un combat entre 3 Indiamans sous son commandement et 3 navires de guerre français en 1810. Bien qu'il ait survécu à cet affrontement malgré ses blessures, il finirait par retourner à la vie civile. En avançant de l'époque de la voile jusqu'à la Première Guerre mondiale, nous nous retrouvons à examiner la rencontre entre l'Alcantara et le Grave. Avant la Première Guerre mondiale, 2 navires furent mis en service, un en Allemagne, l'autre au Royaume-Uni. Les deux avaient été presque immédiatement intégrés dans la marine et tous deux se retrouveraient au fond de la mer quelques années après le début de la guerre. Il s'agissait, comme nous venons de le dire, du RMS Alcantara et du SS Guben, pas Goben, juste G-U-B-E-N, qui serait ensuite renommé Grave lorsqu'il serait intégré dans la marine impériale allemande sous le nom de SMS Grave. Mais avant leur confrontation finale, ils furent tous deux réaménagés pour des objectifs totalement opposés. L'Alcantara était un paquebot transatlantique de taille moyenne typique de l'époque, capable d'atteindre environ 18 nœuds avec une capacité de juste un peu plus de 1000 passagers, répartis en 3 classes. Avec ses 570 pieds de long, elle était en réalité légèrement plus longue que la plupart des cuirassés Dreadnoughts, bien qu'un peu plus étroite au niveau de la largeur. Elle était légèrement plus courte que les nouveaux supercuirassés, mais elle restait tout de même un spectacle relativement impressionnant. Au début de 1915, elle avait été reconvertie en croiseur auxiliaire armé, équipée principalement de canons de 6 pouces, et ainsi elle était devenue le HMS Alcantara, affecté à patrouiller dans la partie nord de la mer du Nord dans le cadre du blocus britannique de l'Allemagne. En raison de sa grande superstructure, tous ces canons ne pouvaient pas être utilisés en tir de bordée. Sa bordée théorique était de 3 canons, bien que son armement soit disposé sur le pont avant et arrière, avec 2 canons de chaque côté à l'avant et un canon de chaque côté à l'arrière. Elle pouvait pointer plus de canons à certains angles, vers l'avant ou l'arrière, ou à plus longue portée. Si les canons d'en face tentèrent de tirer au-dessus de leurs camarades, elle pourrait tirer avec tous ses canons. Le Grave, légèrement plus petit, était armé de 4 canons de 5,9 pouces et d'un seul canon de 4,1 pouces, tous dans des compartiments cachés, plus quelques tubes lance-torpilles, et elle, bien sûr, fut transformée en croiseur auxiliaire armé.
Elle fut en outre déguisée en navire marchand norvégien et envoyée début 1916 pour tenter de franchir le blocus britannique dans le but d'attaquer la marine marchande britannique dans l'Atlantique. Sur sa route vers les territoires africains sous contrôle allemand où elle devait ravitailler. Cependant, elle fut finalement interceptée par l'Alcantara, le blocus britannique ayant été prévenu par le renseignement d'interception radio de surveiller les navires suspects tentant de franchir le blocus. L'action se déroula ensuite comme l'a décrite le capitaine de l'Alcantara dans son rapport d'opération, que je vais maintenant citer presque mot à mot. Le mardi 29 février à 9h00 du matin, j'étais approximativement à la position 61° 45' nord, 0°58', et ayant ordonné au HMS Andes de me rejoindre au point 61° 50' nord et 1°0', et pour transférer des documents secrets. L'Andes était en réalité le navire jumeau de l'Alcantara et aussi un croiseur auxiliaire armé à cette époque. Pour revenir au récit, à 8h55 du matin, de la fumée a été signalée sur le travers bâbord et presque au même moment, un message a été reçu de l'Andes indiquant « Ennemi en vue, cap au nord-est à 15 nœuds » et également un autre message la décrivant que j'ai compris comme indiquant qu'elle avait 2 cheminées. J'ai immédiatement accéléré à pleine vitesse et mis le cap sur la fumée. À 9h10, j'ai aperçu l'Andes, sa coque à peine visible, au nord vrai et faisant route au nord-est vrai. À 9h15, étant à environ 6 milliards de l'inconnu, j'ai hissé MN et tiré 2 coups à blanc. L'inconnu s'est immédiatement arrêté et a signalé « Je suis arrêté ». Elle a ensuite hissé son numéro MG6, qui ne figurait pas dans mon exemplaire des lettres de signalisation des navires de tous les pays étrangers. L'équipage était au poste de combat, les canons braqués sur l'inconnu. Vers cette heure-là, à 9h20, un signal a été reçu de la part de Andes. L'ennemi a changé de cap vers le sud-est, et j'ai vu que Andes avait également changé de cap vers le sud-est et avait apparemment réduit sa vitesse. Elle se rapprochait donc de nous. À environ 4 milliards de l'inconnu, j'ai viré bâbord pour garder cette distance et envoyer des signaux. On pouvait alors voir qu'elle battait pavillon norvégien, avait des drapeaux norvégiens peints sur sa coque, avec le nom Reina. J'ai alors signalé à Andes par projecteur « J'intercepte un navire suspect. L'ennemi est-il toujours en vue ?» Personne ne répondit à cela. En réponse à mes signaux, l'étranger a indiqué venir de Rio de Janeiro et aller à Trondheim. Ces détails, sa taille et sa trajectoire correspondaient tous à la liste confidentielle des navires de Lloyd. Supposant qu'il n'y aurait pas de réponse de la part de Landes, je décidai de placer une garde armée à bord du navire inconnu, qui semblait tout à fait normal, puis d'aller aider Landes face à l'ennemi, car de la fumée avait été aperçue au sud-sud-est. Pendant que je préparais la garde, j'ai réduit la vitesse à 14 nœuds et je me suis tenu à l'écart de la poupe de l'étranger. À 9h35, Andy a signalé « C'est le navire suspect ». À 9h40, le canot était mis à l'eau et je me rapprochais de l'étranger sur l'arrière-bâbord quand j'ai remarqué que la hampe du pavillon tombait par-dessus la poupe et que des hommes dégageaient un canon sur le pont arrière. Au même moment, l'étranger a tiré un obus sur notre passerelle, ce qui a mis hors service le télémoteur de direction, le télégraphe de la salle des machines et tous les téléphones de la passerelle, en plus de tuer et blesser des hommes. Les volets avec des drapeaux peints sur ses flancs ont été abaissés et elle a ensuite combattu sans aucun pavillon. J'ai aussitôt ordonné toute vitesse et ouvert le feu. La distance était d'environ 2 milliards. Un messager a été envoyé à l'arrière pour ordonner de connecter le gouvernail, puis toute la navigation s'est faite depuis le poste de contrôle arrière. L'ennemi a avancé, viré à tribord et tiré des obus explosifs, dont plusieurs ont touché près de la ligne de flottaison au centre du navire, pénétrant dans les chaudières du premier compartiment de chauffe à moitié vide et dans la salle des machines. À 10h20, l'ennemi a tiré une torpille qui est passée sous notre poupe, la barre à tribord ayant été utilisée pour l'éviter. Le premier tir de notre canon arrière de 6 pouces, celui du côté bâbord, a touché les munitions du canon arrière de l'ennemi et l'a mis hors d'état de nuire. Les prisonniers allemands affirment que notre troisième salve a touché l'ennemi. À 10h15, l'ennemi était gravement en feu près du pont, et la distance était de 5500 yards, elle semblait s'être arrêtée. À 10h22, des embarcations ont été aperçues quittant l'ennemi, qui était enveloppé dans un nuage de fumée.
J'ai ordonné de cesser le feu et le navire commençait à gîter sur tribord, mais il a soudainement gîté sur bâbord. La fumée s'est dissipée autour de l'ennemi et elle a tiré un dernier coup. J'ai alors ordonné d'ouvrir le feu, mais à 10h35, le navire gîtait fortement sur bâbord et coulait. J'ai ordonné de cesser le feu, rejoindre les postes de sauvetage et arrêter les machines. L'ordre d'arrêter les machines n'a jamais été reçu, mais apparemment elles se sont arrêtées d'elles-mêmes lorsque l'eau est montée. Tous les efforts ont été faits pour mettre les canots à l'eau et sauver les blessés, mais des palans endommagés par les tirs ont précipité des hommes à l'eau. Le navire avançait à 3 nœuds, la barre poussait plus fort à tribord et tournait vers tribord. À l'époque, les ordres de barre britanniques suivaient l'ancienne méthode à barre franche, donc donner l'ordre de mettre la barre plus fort à tribord. Le navire tournerait en réalité à bâbord, ce qui indiquait que quelque chose avait très mal fonctionné avec la gouverne du navire. Quoi qu'il en soit, à 11h20, le navire a coulé. Au moins 15 canots et un grand radeau ont réussi à s'éloigner. Le HMS Comus et le HMS Munster arrivaient rapidement. Munster a commencé à sauver des vies, tandis que Comus s'est dirigé vers Landes, qui semblait tout le temps avoir été à environ 8 milliards de là, et a rouvert le feu sur l'ennemi, qui brûlait toujours furieusement. Je suis d'avis que l'ennemi avait été complètement abandonné vers 10h30 et que le coup tiré ensuite était dû à un canon surchauffé. Les déclarations des prisonniers confirment cela. Un message sans fil a été reçu de Comus, mais le message déchiffré n'est jamais parvenu à la passerelle, et j'ignorais donc que de l'aide était en route. J'ai l'honneur de signaler que les officiers et hommes du navire de Sa Majesté ont fait preuve d'une grande bravoure et n'ont quitté leur poste qu'après en avoir reçu l'ordre. J'ai moi-même été témoin de cas où des hommes portaient secours aux blessés au péril de leur propre vie. Un rapport complet sera soumis ultérieurement. Les horaires seront sans doute révisés lors de l'enquête, car ceux cités viennent de la mémoire du lieutenant-navigateur qui utilisait un chronomètre, mais dont le carnet a été perdu dans l'eau. C'est la fin du rapport. Et maintenant, le Grief, qui transportait une grande cargaison de liège, est resté à flot pendant un certain temps après avoir été abandonné. Mais la reprise du tir du Comus a provoqué une grande explosion, probablement ses réserves de munitions, et elle a ensuite coulé assez rapidement. Maintenant, les sources divergent assez considérablement sur le nombre de victimes, certaines suggérant qu'environ 220 membres d'équipage allemands ont été secourus, tandis qu'environ 140 ont péri, alors que d'autres sources inversent à peu près ces chiffres. L'Alcantara, quant à lui, a perdu entre 69 et 72 hommes, et je n'ai pas pu découvrir exactement quel était son effectif total au début du combat. La plupart des sources indiquent que la majorité de l'équipage a survécu, ce qui suggère qu'il comptait au moins 200 hommes. Et pour notre dernière bataille, nous avançons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En avril 1941, le croiseur auxiliaire allemand Thor était en mer depuis près d'1 an et faisait route vers l'Allemagne. Au cours de son voyage, elle avait croisé et repoussé 2 croiseurs auxiliaires de la Royal Navy, dont l'un était une autre version de l'Alcantara, cette fois-ci une version des années 1920, ainsi que le croiseur auxiliaire Carnarvon Castle. Cependant, cette fois, elle allait croiser le croiseur auxiliaire armé HMS Voltaire au large de la côte nord-est du Brésil. À ce moment, le Voltaire avait près de 20 ans. Construit comme un paquebot de 13 000 tonnes, il atteignait environ 15 nœuds. Elle disposait de l'armement type des croiseurs auxiliaires britanniques de la Seconde Guerre mondiale, 8 vieux canons de 6 pouces et 2 canons anti-aériens de 3 pouces. Avec un équipage d'environ 270 hommes, ces canons, placés à l'avant et à l'arrière, avec 2 de chaque bord à chaque extrémité, permettaient une bordée de 4 canons. 4 était un navire plus petit, mais un peu plus rapide, capable d'atteindre environ 17 à 18 nœuds et armé d'une demi-douzaine de canons de 5,9 pouces de 4 tubes lance-torpilles et de quelques canons anti-aériens, ainsi que d'un hydravion Arado AR-196, navire corsaire spécialement conçu. Elle possédait un système de contrôle de tir supérieur, mais sur les 2 navires, cela restait limité par rapport à un vrai navire de guerre. Comme elle portait ses canons principaux, avec 1 à l'avant, 1 à l'arrière et 2 de chaque côté, elle disposait également d'une bordée de 4 canons. Au large de la côte nord-est du Brésil, le 4 avril, Thor aperçut de la fumée à l'horizon, un peu plus près de la terre qu'elle ne l'était, et commença à se diriger vers elle, espérant une capture facile. Pendant ce temps,
Le Voltaire, voyant un cargo plus petit apparaître et venir vers eux, décida de changer de cap pour aller voir. Alors que les deux navires s'approchèrent presque de front, Thor tira un seul coup de semonce pour obliger l'autre navire à s'arrêter. À la place, le Voltaire riposta avec 2 tirs de canon. Alors que la distance diminuait vite, les deux navires virèrent pour présenter leur bordée. Mais le Thor fut un peu plus rapide à tirer une salve complète, infligeant une série de touches critiques, ce qui détruisit la salle radio du Voltaire et ce qui lui servait de système de conduite de tir. Livrés à eux-mêmes, les canonniers du croiseur auxiliaire durent charger, viser et tirer uniquement en se basant sur leurs propres estimations de la distance et de la direction de la cible. Avec une distance bien inférieure à 10 000 yards, Thor profita de ses premiers coups au but et tira encore plus d'obus, mettant le Voltaire en feu. Le mécanisme de direction fut touché, faisant tourner le Voltaire en grand cercle avec seulement 2 canons encore opérationnels. Le Voltaire réussit à porter un coup unique au sommet du mât du Thor, détruisant une partie de l'équipement radio. Et à ce stade des événements, les sources divergent légèrement quant à ce qui s'est passé ensuite, mais la plupart semblent indiquer que les canons de 150 mm du Thor commencèrent à surchauffer, car elle avait tiré énormément de munitions en très peu de temps. Et ainsi le Raider s'est rapproché pour achever Voltaire avec des torpilles à la place. Mais en voyant le navire fortement incliné et des hommes commencer à sauter à l'eau, le navire allemand cessa le feu, tandis qu'une poignée de survivants isolés sur le gaillard d'arrière agitait un drapeau blanc. La bataille étant clairement terminée et n'ayant détecté aucune transmission radio provenant du Voltaire, Thor passa alors les heures suivantes à secourir les survivants, sauvant environ 2 tiers de l'équipage du Voltaire, la plupart étant ensuite transférés sur un pétrolier ravitailleur, un peu plus d'une semaine plus tard, puisque, en effet, l'équipage du Voltaire n'avait pas réussi à envoyer de signal radio avant que la salle radio ne soit détruite. La Royal Navy ignorait complètement la perte du navire au début et ne l'apprit que par les émissions de propagande allemande, bien que ces émissions aient pris soin d'omettre le nom du navire allemand responsable, pour aider Thor dans sa mission secrète de retour au pays. Une enquête ultérieure confirmerait que des débris du Voltaire avaient été retrouvés, mais les détails exacts du conflit ne seraient connus qu'après la guerre, lorsque les survivants du Voltaire furent rapatriés. Thor, quant à lui, parvint à rentrer sain et sauf en Allemagne, fut rééquipé, puis repartit pour une autre longue mission de raid qui se termina finalement par l'accostage du navire au Japon. Cependant, elle fut détruite lorsqu'un navire voisin prit feu dans le port. L'incendie se propagea ensuite, engloutissant le croiseur auxiliaire et quelques autres navires qui furent tous entièrement brûlés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, indiquez-les dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.